Mesdames et messieurs, bonjour. À la une, 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES ont réitéré hier leur appel à un changement de paradigme en matière de développement en intégrant la dimension sécuritaire. Et c'est le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a porté la voix de la Confédération AES à la communauté internationale. Le gouverneur de la région de Koulikoro et celui de Koutchala dans les centres de correction du baccalauréat. Il s'agit pour eux d'inviter les correcteurs à la rigueur pour un travail bien accompli, mais aussi les encourager à poursuivre la dynamique de l'État, à savoir des examens reçus et sans fraude. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM1. Tout d'abord, direction l'Andalousie en Espagne. À Séville, au 4e sommet sur le financement du développement, la Confédération des États de l'AES parle d'une seule et unique voix. Cette posture démontre l'engagement de l'espace AES à prôner un multilatéralisme en prenant en compte les intérêts des populations des 3 pays. Cette voix a été portée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a livré le message de la Confédération à la communauté internationale. Envoyé spécial à Séville, Mamari Kone et Aliou Touré. Le Premier ministre chef du gouvernement et représentant du président de la transition porte la voix de la Confédération des États du Sahel, AES, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. La participation des 3 pays traduit leur engagement commun à défendre les intérêts des populations de l'AES. L'enjeu pour nous d'être là, c'est d'abord de participer à la décision. Faire en sorte qu'on ne discute plus du Sahel sans les Sahéliens, loin du Sahel. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi de faire porter les préoccupations du Sahel. La question sécuritaire est souvent oubliée dans l'analyse de la situation de développement. Les pays sahéliens subissent le poids de l'insécurité qui impacte leur capacité à implémenter les politiques de développement public. Et nous sommes là pour rappeler la responsabilité que certains acteurs ont s'agissant de la question sécuritaire. C'est à travers la coopération internationale que nos pays comptent avoir les outils pour justement mettre en valeur ces ressources naturelles. Par là aussi, on a fait de la prospection. L'autre axe, c'est les sciences et technologies. Elles sont indispensables aussi pour l'exploitation de ces ressources. L'un dans l'autre, il y a la soutenabilité de la dette, il y a le choc de financement, les droits de tirage spéciaux. Il s'agit des thèmes qui sont là, qui sont connus de tous les pays, mais dont il faut maintenant savoir tirer profit. Nous venons à cette session en partageant notre approche, notre expérience, que nous ne sommes pas là les mains tendues, mais nous sommes à la recherche de collaboration, de partenariat, et que l'effort essentiel viendra d'abord de nos pays et que les autres doivent articuler leur soutien dans le respect de nos priorités et en prenant en compte la souveraineté de nos pays. C'est vraiment le message important que l'AES et ses dirigeants ont tenu à faire porter. Nous nous réjouissons vraiment de la démarche collégiale que nous avons et surtout du message uniforme qui a été délivré au monde par rapport à ce que vit notre région. À Séville, c'est le Premier ministre chef de la délégation malienne qui s'est adressé à la communauté internationale au nom de la Confédération de l'AES. Dans son intervention, il a rappelé l'engagement des pays du Sahel envers les populations. Pour lui, il s'agit de faire de la Confédération de l'AES une puissance régionale panafricaniste et d'améliorer les conditions de vie des populations en mettant fin à leur torture et à leurs souffrances. Sécurité, diplomatie et développement sont les 3 piliers de la Confédération. Une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part,
est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Je voudrais, au nom de la Confédération AES, insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. À Séville, le Premier ministre a reçu en audience le vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed. Le maintien du dialogue politique de haut niveau et le suivi de la dernière visite du vice-secrétaire général de l'ONU au Mali ont été évoqués lors des entretiens. De l'Andalousie, retour à Bamako sur les bords du fleuve de Liba pour toujours continuer à parler de la Confédération AES avec le premier sommet des adolescents et des jeunes de l'espace confédéral. La rencontre de Bamako est un tournant pour le devenir de la Confédération AES. Les délégués des 3 pays vont échanger autour des conclusions du forum de Niamey et faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre des actions visant à favoriser leur plein épanouissement. Le point sur l'ouverture de ce sommet de Bamako avec Ari Djoumatina. L'Alliance des États du Sahel, dans toute sa composante, poursuit sa dynamique et ne cesse de sonner la mobilisation à tous les niveaux pour l'émergence et le bien-être du peuple de l'AES. La jeunesse, un des maillons essentiels de l'espace confédéral, est également debout sur le rempart pour jouer le rôle qui lui est dévolu, d'où ce premier sommet des adolescents et jeunes de l'AES à Bamako. Ce grand rendez-vous marque un tournant décisif dans l'histoire de la participation des jeunes à la refondation politique, économique et sociale de notre espace commun. Au nom de toute la jeunesse de l'AES, je tiens à rendre un hommage solennel et appuyé à nos 3 leaders qui incarnent aujourd'hui la volonté de poursuivre la décolonisation des mentalités. Ensemble, donnons vie à cette jeunesse confédérale forte, consciente et actrice de sa destinée. Nous avons entre nos mains une richesse inestimable. Je veux dire ici la jeunesse de la population. Au cours de cette rencontre, vous serez invités à réfléchir ensemble, à formuler des propositions, à identifier vos priorités et à partager vos expériences conformément à la volonté de nos plus hautes autorités. Ce sommet de 3 jours est un prolongement du forum de la jeunesse de l'AES tenu à Niamey au Niger les 27 et 28 juin dernier. La rencontre de Bamako des adolescents et jeunes de l'espace va ainsi permettre de proposer des mécanismes de matérialisation des actions majeures retenues à Niamey. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a clarifié le rôle crucial des jeunes. Je cite: la dynamique de l'AES, c'est sa jeunesse. Chers jeunes, vous n'êtes plus le futur, vous êtes le présent. 3 objectifs structurent le sommet. Prioriser, hiérarchiser les recommandations, fixer les indicateurs et le calendrier. 2. Définissez et structurez les fonds, les initiatives et la transformation des jeunes du Sahel et de leurs partenaires. Bamako, après avoir abrité les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel, ouvre aujourd'hui ses portes au premier sommet des adolescentes et des jeunes de l'Alliance des États du Sahel. Alors, toutes ces activités font suite au forum tenu à Niamey, forum de la jeunesse de l'AES, qui se prolonge aujourd'hui par le sommet élargi aux adolescents. Alors pourquoi prendre en compte cette frange?
C'est tout simplement parce que la France des adolescentes est le maillon connecté à celui des jeunes. Nous nous retrouvons ici pour ouvrir désormais ce sommet qui doit accentuer sur les préoccupations des jeunes. Comme vous le savez, avec les orientations, les instructions de nos 3 chefs d'État, désormais les préoccupations des jeunes ne doivent plus être discutées en l'absence des jeunes, mais avec les jeunes, autour des jeunes, avec les recommandations. Pendant 3 jours, les adolescents et jeunes de l'espace AIS mèneront des réflexions sur des actions au sein des commissions de travail, afin de donner non seulement un contenu à chaque action, mais aussi de proposer des mécanismes pour rendre opérationnelles les différentes initiatives. C'est là au bonheur des millions de jeunes de l'espace AIS. Parlons à présent sécurité sociale avec l'atelier de validation du diagnostic et d'adoption du plan de modernisation et développement du système d'inspection du travail. Les experts venus de la sous-région et ceux du Mali ont examiné le projet de document de l'analyse diagnostique du système d'inspection du travail et du plan de modernisation et de développement du dit système. Le but est de valider le dit document afin d'obtenir un système d'inspection plus efficace pour les travailleurs. Aïssata Saliou Maïga. C'est dans les soucis d'obtenir un système d'inspection plus efficace, ce qui permettra de garantir le respect du droit du travail et de la sécurité sociale, que l'Organisation internationale du travail a initié cet atelier. 2 jours durant, les participants examineront le projet de document de l'analyse diagnostique du système d'inspection du travail du Mali et du plan de modernisation de développement du dit système. Un système qui joue un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs de gouvernance du travail. Le système d'inspection du travail joue un rôle central dans la réalisation des objectifs de gouvernance du travail. Application effective des normes, amélioration des conditions de travail, réduction du travail des enfants, renforcement du dialogue social et aussi, par exemple, l'accompagnement à la formalisation de l'économie. Le diagnostic réalisé en mai dernier, selon les normes internationales du travail, a permis d'identifier de manière lucide et sans complaisance les principaux défis du système, tant au niveau central que déconcentré. Les services de l'inspection du travail jouent un rôle central dans l'application des engagements pris par les acteurs socio-économiques dans le cadre de la mise en œuvre du pacte. Leur action est d'autant plus cruciale qu'elle s'exerce dans un contexte marqué par des défis persistants, notamment le travail des enfants, l'informalité économique élevée et l'évolution rapide des modes de production et des relations professionnelles. La rencontre qui regroupe les experts venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali devra renforcer l'application des normes du travail, d'assurer la protection des travailleurs, de promouvoir un dialogue social apaisé et surtout de soutenir le développement économique dans le cadre du travail décent. L'ANPE également soutient les femmes qui sont allées à l'école de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Elles ont été formées en couture, coiffure, maquillage, tatouage et à l'art du henné. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'ANPE et le centre de formation professionnelle Niaga Aminata Sek. Les détails, c'est avec Mariam Koulibaly. Après 6 mois de formation pour certaines et 3 bonnes années pour d'autres, 100 jeunes dames sont désormais aptes à exercer dans le domaine de la couture, la coiffure, le maquillage, le tatouage et l'art au henné, de quoi permettre leur autonomisation. J'ai fait la formation au maquillage. J'ai appris beaucoup de choses avec notre professeur, notre maîtresse. Grâce à elle aujourd'hui, on peut faire de la magie avec nos doigts. À ce jour, le centre de formation professionnelle Niaga Aminata Sek a formé 450 apprimantes, parmi lesquelles 100 ont été dotés de kits d'installation, donc d'emplois fixes et dont certains utilisent. De nos jours, d'autres apprentis dans leurs ateliers ou lieux de travail. Le programme soutenu par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, cadre bien
avec la politique gouvernementale entreprise en faveur de la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. D'où le choix du ministre Oumou Sall Seck comme marraine de cette promotion. À travers le ministère en charge de l'emploi, l'ANPE travaille dans le cadre du partenariat public-privé à insérer, perfectionner et reconvertir certains profils dans certains corps de métier. L'idée centrale, c'est surtout de passer à un perfectionnement vers une reconversion et former suivant des besoins adaptés et faire en sorte que l'insertion suive. Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle formule le vœu que cette promotion, Madame Oumou Sall Seck, devienne un symbole vivant de l'autonomisation féminine, un repère pour nos filles et une fierté pour notre pays. La cérémonie est marquée par une présentation des œuvres des lauréates, la remise d'attestations et de kits d'insertion aux plus méritantes. Restons dans le domaine de la formation. L'Institut de formation des maîtres et l'École de formation des éducateurs préscolaires IFM et FEP de Bamako vient de mettre sur le marché de l'emploi des enseignants et monitrices pour renforcer la qualité de l'éducation nationale. La cérémonie avait pour thème « Jeunes enseignants face aux dangers de la circulation routière ». Aminata Brema Ouedrago. Pour garantir une éducation de qualité, il faut des ressources humaines qualifiées. Les corps enseignants accueillent de nouveaux personnels. Au nombre de 150 élèves, ils sont éducateurs préscolaires et enseignants du premier et second cycle. Après 4 longues années d'études, les voici aguerris pour servir la nation. Dans l'IFM, d'abord, on a l'EFEP, qui est la préscolaire au niveau du jardin, et puis la généraliste au niveau fondamental de la première année à la 6e année, les spécialistes qui sont au niveau du second cycle, 7e, 8e, 9e. L'éducation de l'enfant commence à la maison, puis ça se renforce au jardin d'enfants. Donc nous, les éducateurs, nous sommes formés à recevoir l'enfant, à le former, afin qu'il s'améliore beaucoup même au niveau du premier cycle. Jeunes enseignants, face aux dangers de la circulation routière, est le thème mis en avant pour la sortie de cette 8e promotion de l'IFM et FEP. Elle porte le nom de Daouda Diarra, également directeur des études de la dite école. L'enseignant est un relais et c'est lui qui forme de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc s'il est mieux outillé sur les dangers de la circulation, alors il pourra mieux former le futur citoyen qui est son élève. La formation qu'ils ont suivie ici vraiment leur permettra d'accomplir la mission convenablement. Le directeur général de l'IFM et FEP de Bamako débrosser les difficultés actuelles pouvant entraver l'insertion professionnelle de ces nouveaux enseignants. Certains sont payés à moins de 50 000 francs. Après 4 ans de formation, après tant d'efforts fournis, il faut encore que ces gens n'aient pas assez pour subvenir à leurs besoins ou même payer leur transport. Ça nous fait mal au cœur. C'est pratiquement la même chose. Les enseignants aussi, à 90% ne sont pas recrutés. C'est surtout les privés qui recrutent un grand nombre. Fin des études, début d'une carrière professionnelle. Mais avant, une pause de distraction pour reprendre avec force. D'où le choix de plusieurs activités de distraction pouvant donner plus d'éclat à ces jours symboliques de la vie de ces nouveaux enseignants. Nos excuses pour la qualité sonore de cet élément de quelques intervenants. Venons à présent à l'un des titres de ce journal. Le gouverneur de la région de Koulikoro et celui de Koutchala dans les centres de correction du baccalauréat session de juin 2025. Il s'agit pour eux d'inviter les correcteurs à la rigueur pour un travail bien accompli et poursuivre la dynamique enclenchée par les autorités du pays, à savoir les examens sans fraude avec le mérite récompensé. Reportage Boubacar Sissoko à Koulikoro et Brema Kone à Koutchala. 1098 enseignants et plus de 40 000 copies à corriger. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués au gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lami Kapori Sanogo, lors de son passage ce matin au lycée Djoba Diarra. Cette visite consiste à s'enquérir des conditions de travail au pôle de correction des épreuves du bac 2025 à Koulikoro. On a réussi la visite du gouverneur avec son message d'encouragement. C'est pratiquement le plus grand pôle de correction du Mali. On regroupe 5 académies
À l'issue de la visite, le colonel Sanogo s'est dit satisfait du démarrage de cette opération très importante qui vient couronner l'année scolaire 2024-2025 qui s'est déroulée dans un climat social apaisé. Je suis particulièrement satisfait de ce que je viens de voir à travers le président du centre de correction. J'ai pu comprendre que nous avons des enseignants, des correcteurs engagés qui, courant toute l'année, ont consenti d'énormes efforts pour sauver l'année. Donc j'en ai profité pour les féliciter pour ce devoir citoyen. Le chef de l'exécutif régional n'a également pas manqué de prodiguer des conseils aux acteurs impliqués dans cette correction des épreuves du bac session de juin 2025 à Koulikoro. Il est important alors qu'ils soient extrêmement vigilants quant à la correction des feuilles des élèves. Nous avons besoin de cadres, de valeurs. Et cela ne peut se passer que lorsque nous avons des bons correcteurs qui sont vigilants. Signalons que ce pôle de correction des épreuves du baccalauréat centralise les copies des régions de Koulikoro, Dioïla et Nara au lycée Djoba Djara de Koulikoro. La correction des épreuves du bac a démarré ce mardi 1er juin 2025 à Koutiala. Le gouverneur a rendu visite aux enseignants correcteurs venus nombreux au pôle de correction. Il a d'abord échangé avec les responsables correcteurs puis avec l'ensemble des correcteurs pour leur exprimer la confiance placée en eux. Essentiellement, j'ai tenu à être là ce matin, dans un premier temps pour voir comment nos braves enseignants sont en train de mener leur mission à bien. Dans un second temps, ma présence ici ce matin, c'est pour attirer essentiellement leur attention sur toutes ces préoccupations qui corrigent correctement les papiers des enfants, qu'on nous donne de bons produits et pour qu'à la fin, ce manière-là, moi je puisse décoller, qu'on dise vrai, qu'on forme vrai, qu'on travaille correctement. Le visiteur a ensuite magnifié la place des enseignants dans la construction nationale avant d'encourager les correcteurs à faire un travail irréprochable. Ce travail devra consister à faire un véritable écrémage afin de fournir de bons étudiants aux différentes universités du Mali. Toute chose qui rime avec la volonté des autorités de la transition de cultiver la performance et l'excellence à l'école. Humanitaire dans ce trésor. Dans la cité des 333 Saint-Tombouctou, 3000 ménages seront touchés par la distribution gratuite de vivres et de non-vivres dans la 6e région. Cette distribution est soutenue par la Banque mondiale grâce aux efforts du gouvernement du Mali. Amou Soumela pour les détails. Plus de 17 000 personnes, environ 3 000 ménages seront touchés par cette opération de distribution de vivres et de non-vivres aux populations affectées par la crise de 2024 dans la région de Tombouctou. Cette donation se compose du riz, du mil, du sucre, du sel et de non-vivres. Et pour l'ensemble de la région, nous avons tous les 13 qui sont concernés par rapport à l'opération et 40 communes. Je voulais solliciter l'appui en tout cas des comités communaux pour en tout cas que les bénéficiaires réels puissent en tout cas avoir en tout cas les appuis nécessaires pour soulager ces populations. Tout heureux du geste, les bénéficiaires constitués des ménages vulnérables saluent l'action et sollicitent des abris sécurisés auprès de l'État et de ses partenaires. Je salue ce geste qui va nous aider à surmonter ces périodes difficiles-là. Toutefois, nous sollicitons l'État et ses partenaires à trouver des abris sécurité. C'est l'occasion pour moi, au nom du gouverneur de la région et au mien propre, de remercier la Banque mondiale pour avoir mobilisé cet appui combien de fois important à l'endroit vraiment de nos sinistrés des inondations. Et j'ai pris l'engagement de concert avec les bénéficiaires que ces vivres et non-vivres seront utilisés à bon escient. Les localités concernées par cette distribution gratuite des vivres à l'initiative du gouvernement du Mali et son partenaire la Banque mondiale sont entre autres Koriemé, Kabara et le secteur Alafiebougou dans le cercle de Tombouctou. Retour au sud, en 3e région, 7 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel de pâtisserie, restauration, couture et coiffure destiné à 10 jeunes filles de la région. L'appui est de l'ONG Wildaf Mali en vue de favoriser leur autonomisation et leur indépendance financière. Sikasso, Yurubala Diabate, Taïrou Konati. Du matériel destiné à la pâtisserie et à la restauration, la couture et la coiffure, c'est la nature des kits remis à 10 jeunes filles de la région de Sikasso par l'ONG Wildaf Mali pour un coût global de 7 millions de francs CFA.
Ces kits ont été attribués aux bénéficiaires dans l'objectif de favoriser leur insertion professionnelle et d'assurer leur indépendance financière. On a adopté le fonds d'autonomisation pour la dotation en kit AGR de ces filles-là. C'est là UNFPA nous a attribué 7 millions pour la région de Sikasso. Ça nous permettra vraiment d'agrandir l'entreprise, d'élargir le marché et tout. On promet aux donateurs de surpasser nos limites, de montrer le bon exemple aux autres filles. En plus de répondre à leurs besoins économiques, cette action vise à réduire les risques d'exploitation, d'abus sexuels et de violences liées au genre auxquels ces jeunes filles sont souvent exposées. Nelson Mandela disait « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». En ce sens, je trouve que former 15 filles, c'est former une planète et cette chance a été accordée à la région de Sikasso. Tous ces remerciements vont également à l'endroit de Wildaf, IFPA et le Fonds luxembourgeois pour l'initiative et son financement, que cela soit, comme elle avait dit, une première et non une dernière. Cette remise s'inscrit dans la continuité d'une précédente action menée il y a quelques mois, au cours de laquelle 60 jeunes filles et femmes artisanes de la paix issues des cercles de Kadiolo, Kolonjaba, Sikasso et Danderesso avaient bénéficié de formations et de kits dans les domaines de la saponification, la restauration, la coiffure et la transformation agroalimentaire. Un mot de religion. Sorti de la deuxième promotion du centre de mémorisation du Saint-Coran, Néné Akoyara de Nema dans la région de Nyoro. La promotion a été baptisée promotion Aboubakar Yara Moussa Diakiti. Le centre de mémorisation du Saint-Coran Néné Akoyara de Nema dans le cercle de Bima, région de Nyoro, a ouvert ses portes en octobre 2015. Il a formé plusieurs centaines de jeunes de la localité et environ dans l'apprentissage et la mémorisation du livre sacré. Pour cette sortie de la deuxième promotion du centre baptisée promotion Aboubakar Yara, plusieurs centaines de participants de la région et d'autres localités du pays avaient effectué le déplacement. Il s'agissait pour les responsables du centre d'inviter les jeunes et les adultes à la fréquentation du centre, de mettre en exergue les bienfaits de la mémorisation du Saint-Coran et de récompenser les nouveaux sortants. Les temps forts de cette cérémonie de sortie ont été la lecture du Saint-Coran par le plus jeune apprenant âgé de seulement 6 ans, la remise des diplômes et des cadeaux aux nouveaux sortants, et la reconnaissance du courage et des bienfaits de certaines personnalités qui se sont sacrifiées pour la réussite de l'établissement, une fierté pour la région. Le centre est créé pour toute la région. Nous demandons aux jeunes et aux adultes de venir apprendre le Coran. Apprenants, enseignants, parents et promoteurs, nous devons nous donner la main pour la réussite du centre. L'apprentissage de la religion est la meilleure des apprentissages. Après mon séjour à l'extérieur, j'ai vu que tout ce qu'on a comme bien, la religion est au-dessus de tout. J'ai créé ce centre pour tous les enfants et adultes du Mali. J'invite les populations à sa fréquentation. Tout est gratuit. Voilà, c'est depuis Nyoro du Sahel que prend fin ce 13h. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sera le thème 1, c'est à 20h. Vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Et l'après-midi à tous et à tous, bonne suite de programme en compagnie de ORTM 1. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. À demain 13h, plaise à Dieu, avec toujours le même plaisir de vous retrouver. Au revoir. Badani